Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonsoir à tous, bienvenue au Café Presse Politique, le CPP. Nous sommes en direct sur Radio M pour notre débat hebdomadaire, comme tous les mercredis évidemment. Je souhaite d'abord la bienvenue à nos invités. Avec nous l'avocate Arwi Chabarti. Bonsoir maître. Bonsoir Khalid. Merci d'être venu. Le journaliste et militant Ahmed Boubekri. Merci pour l'invitation. Le journaliste Ihsan Qadi. Merci d'être avec nous ce soir pour ce débat sur le CPP de Radio M. On va parler de beaucoup de thèmes politiques, évidemment. On va commencer, j'ai failli dire par le moins sérieux, mais voilà, je vais juste dire, on va commencer par celui des élections législatives. On ne sait pas où est-ce que ça va mener, il y a des rumeurs de report et on attend la confirmation de certains partis politiques, notamment le FFS qui doit tenir son conseil national. Est-ce que vous y croyez à cette idée de report des élections législatives ? Pas du tout. Moi, depuis le départ, je considère que le pouvoir ira jusqu'au bout dans sa feuille de route. Par ailleurs, ça témoigne d'une guerre interne. Apparemment, ce n'est pas tout le monde qui est d'accord sur cette élection, comme avec le référendum sur la Constitution. Donc, les élections auront bel et bien le 12 juin 2021. Je pense qu'il va y avoir un... On a vécu ça déjà avec les présidentielles, à un moment où le pouvoir était plus concentré autour de la personne de Ahmed Gaïd Salah pour le 12-12. Et il y a eu, vous vous rappelez, des couacs au sein de la campagne. Et puis il y a eu à un moment donné, tout le monde se disait que c'était Abdelmadjid Tebboune qui était le candidat, le protégé du chef d'état-major. Et puis il y a eu la séquence Mihoubi. Et je pense que ces rumeurs-là, ça procède un peu du même niveau de complexité. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr de quel type de majorité qui va sortir, quel type de majorité. Est-ce qu'elle va être réellement proche du président et le soutenir ? On ne sait pas de quoi elle va être formée. Si c'est les anciens partis politiques, c'est un problème. Ceux qui ont soutenu Bouteflika. Les nouveaux, on ne voit pas très bien. Et donc, ce flou-là, à mon avis, il angoisse les Sovicines, il angoisse la police politique, qui a besoin peut-être de plus de temps pour construire une scène politique. Et donc c'est pour ça que les rumeurs, ces mêmes rumeurs, disent que c'est plutôt la DSI, ou le DSI, je ne sais plus comment il faut l'appeler, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui serait tentée par un report pour pouvoir mieux travailler, mieux préparer une nouvelle scène politique. Si on tient les élections au 12 juin, on ne sait absolument pas sur quoi on va tomber. Oui, parce qu'on constate que la machine électorale n'a pas encore démarré. Arwi Chabarti, que vous inspirent ces élections législatives ? On sait que le RCD n'ira pas et on attend la décision du FFS. Le RCD, moi, je vais vous dire ce que je pense des élections, de ces élections, pas du report. J'y crois pas du tout, ces élections. De toute façon, j'ai l'impression que c'est une fuite en avant, c'est précipité. De toute façon, je ne suis pas d'accord avec ces élections parce que rien n'a changé depuis le soulèvement populaire. Donc, maintenant, elles se feront. S'ils décident de les faire, ils les feront. Et au mieux, c'est le statu quo. Au pire, je ne sais pas ce qui va sortir parce que sur quelle base les gens vont aller aux élections, ils vont voter pour qui, pour quand est-ce que la campagne va se faire, quand est-ce qu'on va connaître les candidats. Elle dit quand on rentre dans le jeu, moi je ne suis pas du tout dans ce jeu, moi je suis dans une autre logique, je ne reconnais pas l'organisation de ces élections, je ne me sens pas concernée dans le sens où rien n'a changé depuis le soulèvement, donc je ne vais pas aux élections. Mais je vois ça comme vraiment une précipitation qui est plus dangereuse pour eux que pour nous. Parce que pour nous, je pense à la limite, on n'attend rien. Moi, j'attends rien de ces élections, honnêtement. Aucun changement. Parce que déjà, les retraits, ceux qui sont en train de retirer, c'est le même carnaval fait de charat, et puis, on va peut-être assister, Barnab Jarraïs, à savoir
À ce sujet, on sait que le RCD n'ira pas. C'est la grande question maintenant, c'est le FFS. Donc il y a une certaine contestation même à l'intérieur même du parti qui rejette une éventuelle participation. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du rôle important que peut jouer le FFS? Parce que là, on est suspendu à la décision du parti, non? Ahmed, c'est le spécialiste du FFS. Ben, on est d'accord que le pouvoir a besoin d'un parti pour la Kabylie. De l'envergure du FFS surtout. De l'envergure du FFS ou d'un autre parti de l'opposition qui est en mesure de mobiliser à la Kabylie ou en mesure du moins à animer artificiellement la scène électorale là-bas. Le grand obstacle pour le FFS qui n'est pas encore sorti de la crise interne qui le frappe depuis janvier 2019. Une autre participation ne pourra faire ne pourra engendrer qu'une nouvelle crise dévastatrice pour le parti et les cadres et les militants, ils sont conscients. Ceci dit, ça dépendra des instances du parti, donc du Conseil national qui aura lieu le 3 avril prochain. Selon mes informations, la majorité pour le boycott. C'est la seule instance qui a habilité à trancher cette question. Donc s'il y aura, on ne sait pas ce qui va se passer d'ici le 3 avril, il se peut qu'il y aura d'autres développements en la matière, mais il n'est pas du tout de l'intérêt du FFS de participer dans une élection pareille. On n'est plus dans le schéma de 2002 quand il a choisi de participer contre vent et marée lors de l'Arouche. En plus de ça, il faut qu'il trouve les militants sur place pour faire la campagne. Surtout après les tensions engendrées par l'audience accordée par la loi. Ajoutant à cela, la nouvelle loi exige des partis 25 000 signatures réparties sur 23 wilayas pour pouvoir participer en tant que parti dans les 48 wilayas. C'est pas évident. Et c'est difficile pour le FFS de rassembler ce nombre de signatures? Dans la situation actuelle, il faut des militants pour les rassembler. Les militants, ils sont contre la participation. La base, elle est contre la participation. Mobiliser 25 000, mobiliser 1000 personnes pour avoir 25 000 signatures dans 23 wilayas, c'est pas évident. Je voulais juste ajouter sur les rumeurs de boycott en fait, on est en train de dérouler une feuille de route que le régime connaît. C'est celle qu'il a déroulée entre 1995 et fin 1997. C'est la feuille de route après le vide institutionnel, le départ du HCE. Il fallait réhabiter les institutions, donc élection présidentielle en novembre 1995, Zaroual, révision de la Constitution, élection législative, élection locale, ou dans l'ordre inverse d'ailleurs. Législative, locale, bien. Printemps et octobre. Printemps et octobre. Bien. Là, ils sont en train de la dérouler. Ça s'est mal passé pour la présidentielle. Ça s'est encore plus mal passé pour le référendum constitutionnel. C'est normal qu'ils se posent des questions sur législative. Législative, pour rappel, en 1997, la boîte à outils, enfin le DRS, a construit tout de suite un nouveau parti de majorité. Ils avaient un problème avec le FLN, le Mahri. Ils ont créé le RND et ils avaient le parti de gouvernement qui allait leur permettre de continuer la feuille de route. Cette fois, c'est plus difficile. Je ne sais pas si vous avez une idée de qui peut jouer ce rôle-là. C'est sûrement pas Nida Al-Watan qui est dans la diaspora. Et donc moi, à leur place, Richard dit que c'est plus perturbant pour eux. Non, Nida Al-Watan, c'est les associations. Ici, actuellement, c'est le bloc qui est le plus actif pour la construction, pour l'élaboration des listes. Et en parlant d'associations, qu'il soit au moins dans l'alliance présidentielle future. Et vous parlez de la région de la Kabylie, parce que vous avez parlé de la Kabylie, notamment du FFS. Est-ce que ce qu'on dit société civile entre guillemets et ces associations peuvent supplanter les partis dans cette région ou dans d'autres régions en cas de boycottage? Moi, je pense que c'est le plan B. Ils trouveront les moyens. En 2002, des maires ont été élus par une voix en Kabylie. Donc, moi, je pense que la Kabylie sera représentée au niveau du Parlement, mais ça ne sera pas difficile. On peut assister à des violences, on peut assister à un taux de participation très faible, mais ils ne vont pas mettre en place une assemblée
nationales sont des élus de la Kabylie. Dans l'actualité politique cette semaine, c'est cette annonce surprenante de l'émission de mandats d'arrêt internationaux contre 4 personnalités algériennes qui vivent à l'étranger, notamment Hicham Aboud, Amir Boukhars et Al Bezetot. Est-ce que pour vous, c'est une bonne décision qui a été prise par les autorités à Chabarty? Écoute, j'ai pas vu, honnêtement, j'en ai entendu parler, j'ai pas lu le communiqué. Oui, la décision est là. Oui. Ben, il ne faut pas vous attendre à ce que je pleure sur le sort de ces personnes-là. Ah, donc, et si vous considérez qu'Amir DZ est une personnalité, moi je considère que c'est un voyou. Donc c'est une bonne décision. Donc, Non, bonne décision parce que je ne connais pas le contenu. Pourquoi? Je ne sais pas si elle est bonne ou pas. Parce que je ne sais pas sur quelle base ils ont lancé. Mais ils n'auront jamais ma sympathie, ces gens-là. Voilà, c'est tout. Mais je ne sais pas sur quelle base on a décidé cet arrêt. Notamment appartenance à groupe terroriste. Ben écoute, c'est clair. Ils appartiennent au moins à cette mouvance tutrice des terroristes. Ils sont connus. Mais je me pose la question, parce que ces gens-là ont toujours été connus. Pourquoi spécialement aujourd'hui? Je ne sais pas. Ça intervient quelques jours. Moi, j'aimerais comprendre. Tu vois, je ne peux pas. Ils ne peuvent pas avoir ma sympathie, ces gens. Je ne peux pas. C'est comme ça, je suis comme ça. Je ne peux pas leur exprimer ma sympathie. Et je ne peux pas considérer Amir Boukhars comme une personnalité. C'est un voyou de bas étage. Voilà pour moi ce qu'il est. Mais je ne peux pas être non plus d'accord sans connaître le dossier. Je suis juriste, je suis avocate. Je ne veux pas soutenir une décision qui peut être arbitraire dans l'absolu. Donc je ne connais pas le dossier. Je ne sais pas, mais au vu de leur réputation, mais on se pose la question, pourquoi maintenant? Parce que ça fait longtemps qu'ils sont connus, ces gens. Donc c'est pour vous, est-ce que c'est une mauvaise ou une bonne décision prise par les autorités judiciaires algériennes? Elle est bonne si elle est constituée, s'il y a un dossier. Elle n'est pas bonne s'il n'y a pas de dossier. C'est pas comme ça, on ne décide pas du jour au lendemain de considérer que telle personne est terroriste. Je ne connais pas leur dossier, je connais que leur présence médiatique, elle n'est pas... Mais ça ne veut pas dire que parce qu'ils parlent comme ça, qu'ils doivent être arrêtés. Et l'émission de ces mandats intervient donc 3 jours avant l'approbation aujourd'hui de l'accord d'extradition entre l'Algérie et la France. Donc officiellement, la France peut extrader vers l'Algérie. Comment vous avez réagi à cette émission de mandats d'arrêt internationaux contre ces 4 personnalités, ces 4 Algériens? Il faut d'abord faire un peu des factuels, parce que dans le communiqué du parquet de Bémouadaïs, on parle d'une personne qu'ils ont arrêtée, qu'ils ont interrogée, qui dit que, après les enquêtes, ils font partie d'un réseau de financement du terrorisme. Ah, d'accord. D'un réseau de trafic d'argent, etc., dissimulé dans des entreprises d'import-export. Ils ont même donné le chiffre de $50 000 donnés par Zetot à ceci, mais ça reste un communiqué ambigu, parce que quand on dit ça, il faut qu'on... Vous permettez, juste pour compléter, si c'est le cas, moi, je trouve que c'est justifié. Mais je crois que la France aussi, c'est un État. Si on leur demande comme ça d'extrader son dossier, ils doivent présenter un dossier à la France pour qu'elle puisse accepter l'extradition. Elle n'extrade pas n'importe comment. Voilà. Donc pour un peu planter le tableau, voilà, donc ça intervient aussi après l'article del Jaish, il faut le mentionner. Donc il y a eu toute une compagnie derrière de diabolisation du Hirak en essayant de donner une couleur politique au Hirak. Moi, je l'ai écrit en janvier 2020 sur mon post Facebook. J'ai dit que la prochaine opération de manipulation se fera sur le clivage islamiste, pas islamiste, etc. C'était prévisible après la question de Tamazir, du drapeau, etc. Janvier 2021. Je l'ai mis en janvier 2020. Vous avez parlé de... Pardon, hein. Et juste après quelques semaines, déjà des articles de presse sur Algérie patriotique, etc. On commençait la campagne. Il a dit manipulation. Donc, il y a une part de manipulation politique de la part du pouvoir. Ça n'empêche pas que on reviendra après dans le débat. De se poser des questions sur certaines campagnes de dénigrement de la part de ces gens-là à l'égard des hirakistes. Le deuxième point, par rapport à l'accord qui a été ratifié aujourd'hui, un accord, il y a des règles. Parmi ces règles,
un dossier. Maître vient de le souligner, ça dépend de ce qu'il y a dans le dossier. Est-ce que c'est un dossier important, tout en sachant qu'il y a des voies de recours aussi. Il faut rappeler que Amir Dizad est déjà, l'affaire est en cours dans les tribunaux français de l'extradition, c'est-à-dire une affaire suite aux 7 mandats d'arrêt avant celle-là. 7 mandats d'arrêt qui ont été émis par l'Algérie concernant son dossier. On ne sait pas comment ça va finir. Moi, je penche plutôt vers une négociation. Je me demande aussi quelle est la contrepartie de entre qui négociation? Entre l'Algérie, entre le pouvoir algérien et le pouvoir français. Quelle est la contrepartie de la contrepartie d'une éventuelle extradition? Derrière, il y a toujours des négociations géopolitiques et économiques. Qu'est-ce que vous pensez de l'émission de ces mandats d'arrêt? Je n'ai pas la contrepartie, effectivement. Non, moi je pense qu'on se posait la question sur le plateau du Café Presse Politique quand Khaled Drani a été libéré, parmi d'autres, si on était en train de rentrer dans une nouvelle séquence politique, qui peut-être est une vraie séquence d'ouverture, qui commence par la libération des détenus et qui ensuite va libérer l'espace politique pour aller vers éventuellement un dialogue et la récupération par le peuple de sa souveraineté, le peuple devenant un corps souverain qui dégage une direction politique. La réponse, on est en train de l'avoir depuis des semaines. Il y a encore des détenus qui n'ont pas été libérés. On en parlera évidemment. On dira un mot sur notamment, je l'espère, Alir Deri, mais d'autres, tu fais bien de les citer. Donc, cette séquence-là, elle ne s'est pas enchaînée. Et puis, il y a de la répression. Dans la répression, il y a la poursuite de ce que la politologue Amal Boubker, qui est en train de lancer un think tank qui sera bientôt public, et appelle la criminalisation du Hirak, et elle considère que la décriminalisation du Hirak est le point de départ d'un nouveau processus politique. Ce qui vient d'arriver avec ces 4 mandats d'arrêt, c'est une tentative d'aller plus loin dans la criminalisation du Hirak. Ce qui est ciblé, c'est le Hirak. Oui, ils sont au Hirak, c'est 4. Ce qui est ciblé, c'est le Hirak. Et l'objectif de la manœuvre, c'est de dire, le Hirak, il y a une partie des prédicateurs youtubeurs du Hirak qui sont des terroristes, et de les cibler comme des terroristes, c'est une façon d'inviter le Hirak à s'en séparer et d'inviter éventuellement ceux qui, dans le Hirak, sont sensibles, notamment à ce que, je pense à Zetot, qui semble-t-il a une influence, les en détacher. Bon, on est dans le même processus qu'avant, sauf qu'il est très médiocre. C'est-à-dire qu'à l'époque, le DRS d'avant, quand il montait des dossiers, il était un peu plus sérieux. De mettre quelqu'un comme Hicham Aboud, qui n'a absolument rien à voir avec cette mouvance-là, qui est un autre type de lanceur d'alerte, qui est sur un autre CV et d'autres préoccupations, de le mettre dans le complot terroriste, ça fait très ridicule et ça fait en fait du le précédent, c'est du dahdouh, c'est du dahdouh amélioré, parce que dahdouh, tout le monde en a envie, on est toujours dans le dahdouhisme, et ça dit combien est médiocre la qualité de la ressource humaine chez les barbouzes algériennes. C'est une manière pour eux, vous, c'est les mots clivage et manipulation qui ont attiré votre attention, il m'a semblé que notre ami avait parlé de manipulation du Hirak. Je n'ai pas très bien compris. Et de clivage. Maintenant. Pour eux, pour Amal Boubkari, l'émission de ces mandats. On veut donner une image que le Hirak est islamiste, que le Hirak est le Hirak de Rachid. En concentrant toute la propagande du régime sur Rachid, comme si au Hirak, il n'y a que Rachid. Moi, je ne suis pas du régime. Oui. Et je dénonce la présence de Rachid dans le Hirak. Ah, ça, c'est une chose. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé hier à Abdjaya contre le Moi, je suis au Hirak, je ne suis pas du Rachid. Voilà. Non, pas du tout. On est d'accord. Mais ça, c'est dans une stratégie de diabolisation du Hirak. D'ailleurs, ça commence à créer des fissures sérieuses. C'est des problèmes sérieux qui sont intra-Hirak actuellement. Apparemment, personne ne veut lâcher, personne ne veut faire des concessions. Tout le monde est responsable, les antagonistes et les Rachad et ceux qui sont contre Rachad. Le régime, on le sait. Le régime, il va utiliser toutes les stratagèmes pour un Hirak qui espère, qui a l'ambition de changer tout un régime vieux de 60 ans, doit pouvoir construire des consensus intra-Hirak, y compris sur les slogans qui font des census. Donc, et ceux qui sont en train d'empêcher ce débat, ce n'est pas les démocrates. C'est eux-mêmes qui sont en train d'empêcher ce débat. Est-ce que vous êtes d'accord que cette manière... Non, en gros, oui, mais dedans, il y a des notions qui... parce que
Moi, je dis, le Hirak, il n'y a pas de fissure. Dès le départ, on était différents. Il y avait beaucoup de différences. Moi, personnellement, depuis le début, on les a vus arriver. Je ne parle pas des gens qui sortent des mosquées, rien à voir. Hein. Les gens de Rachid, ils sont venus, moi, personnellement, avec témoins, devant. J'ai été au moins 3 fois physiquement attaquée. Heureusement qu'il y avait les citoyens qui étaient là pour me protéger. C'était en 2019 2019 et début 2020, jusqu'à l'arrêt. Comment vous avez pu identifier que c'est eux? Ben, ils le disent. Pourquoi vous... J'essaye de comprendre. Oui, d'accord, je réponds à l'interrogatoire. Il ne faut pas le prendre mal. Non, je ne le prends pas mal, il n'y a pas de problème. On n'allait pas me déstabiliser, il n'y a pas de risque. C'est pas ça. Allez-y. Sauf, moi, une fois, et j'étais dans le carré du réseau contre la répression, j'étais dans le réseau, donc on avait un carré et on avait un endroit fixe et les familles des détenus venaient nous parler, ceux qu'on connaissait, et on discutait avec la population, on avait les photos des détenus, les premiers groupes. Et un jour, Jani Wahed, barbu jusque-là, il y a une vidéo qui a circulé longtemps, Mohamed Amin, il l'a supprimée, je sais pas, il y en a beaucoup. Qu'il a supprimé. Je le nomme, c'est lui qui filmait, il l'a publié. Moi, quand je l'ai vu, je me suis rendu compte que j'ai échappé à quelque chose. Il y a un monsieur qui est venu, vraiment barbu, il m'a dit « Soujana Tsaïnet ». قلت له oui, il l'a le qatala. Parce que moi, je défie ici quelqu'un qui puisse me donner le nom d'un détenu islamiste pour opinion, qui n'a pas participé. Par principe. Voilà, donc D'accord. قلت له إلا القتلة ناضي يضربني كذا. Je ne sais plus ce qu'il a dit. Il y avait une vidéo qui a circulé un bon moment. Elle a été. Donc c'est un islamiste, on ne sait pas Bien si sûr, c'est de Rachid ou pas de Rachid. Non, mais c'est ça la question. Non, mais bon, c'est pas une question de Rachid. Moi, je fais pas de fixation. C'est les héritiers du fils. Il se trouve officiellement Rachid est l'héritière du fils, l'héritier ou l'héritière. Après, on va réfléchir au sexe de l'héritage. Il m'a dit وكذا جاي يضرب جاني واحد قال لي علاش تقولي القتله قلت له شوف خويا واحد معاه لابس كوريكت الاخر اللي تي باربي الاخر بي سي بي جي قال لي علاش تقولي القتله قلت له شوف خويا انا ما نظنش باللي جاود وعلوله فكره اللي قتلتهم وجي سيتي دوطخ نو ماهيش فكره اللي قتلتهم انا اللي قتلوا هذو راهم قتله الاخرين وريلي Bon, il y a eu les citoyens qui m'ont protégé. Une autre fois, Tanit Jani Wahed, je te jure, sur le carré, parce qu'il y a beaucoup d'autres fois. Jalia, جاب قال التسعينات قلت له شوف خويا احنا رانا هنايا تاع موقوفين الحراك قال لي لو كان مازلنا انت الاولى اللي تجوزي في الموس. Alors, ما تقوليش c'est un démocrate qui est venu me dire ça. Non, je n'ai pas dit ça. Je vais aller, juste, je finis ma logique. Parce que même actuellement, ce qui se passe, quand vous n'êtes pas d'accord avec leur mot d'ordre, et maintenant c'est Rachid, et c'est clair parce que ces gens-là donnent des mots d'ordre, et le lendemain ils sont repris في الحراك, et ces gens-là qui reprennent leurs mots d'ordre agressent les autres. Le 8 mars, quand les femmes sont sorties, il y en a un que j'ai défendu au tribunal de Chiraga, je ne vais pas citer son nom, toi tu le sais qui c'est, il était avec toi à Coléa. Il est sorti, il a organisé des carrés des femmes, c'est ce qu'il disait, hein. Etc. Ils ont agressé les copines féministes. Laisse-moi finir, je sais que... s'il te plaît, laisse-moi finir. Ils ont agressé les... entre autres, il y avait Fadela Chitour à qui on a arraché la pancarte, l'abrogation du code de la famille. Madame Chitour, à son âge, avec tout le respect qu'on lui doit, elle a été malmenée. Et celui qui organisait le carré qui a agressé les femmes a été reconnu. Mes copines étaient là-bas. Moi, je n'ai pas été parce qu'à cause de mon problème. Mais voilà. Et puis après, malheureusement, monsieur Ihsan, il dit, il y a des femmes qui avaient des slogans politiques et il y avait les féministes. Et bien, plus politique que les féministes, monsieur Ihsan, permettez-moi de le dire, il n'y a pas plus politique que les féministes parce que l'égalité des droits, c'est dans un projet de société égalitaire, moderne, démocrate et laïque. Donc, on a un projet politique, on a plus. Mais si يسقط النظام على وزن تسقط الجزائر. Parce que beaucoup disent يسقط النظام mais من الداخل تسقط الجزائر. Voilà. Hassan Qadi, vous avez écrit une contribution sur Radio M
post avant-hier qui a fait polémique. Vous avez défendu la place de Rached dans le Hirak. Vous êtes revenu sur l'histoire du mouvement et sur l'histoire du Hirak. Comment est-ce que cet article a été accueilli, plus ou moins? C'est pas le plus important, je pense. Oui. Mon idée à moi, c'est de... Je suis journaliste, mais je suis impliqué dans la construction des solutions, parce que je pense qu'effectivement, il faut descendre, faire la pression dans la rue. Mais depuis le début, il est en même temps question. C'est tout aussi important de produire les solutions, d'essayer de rassembler des points de vue opposés, etc. Il faut bien regarder que le mouvement, le Hirak est né à un moment où il y a eu un mouvement au Soudan et un mouvement au Chili, au même moment. Quand on regarde 2 ans après, l'ALC a fait, l'opposition, l'Alliance de la liberté du changement au Soudan a imposé un partage de pouvoir avec les militaires. Et il y a une feuille de route qui est en train d'être mise en application. Et la partie de cette feuille de route où les militaires doivent tenir le pays va bientôt se terminer et le pouvoir va devenir civil. Ce n'est pas parfait, mais il y a un processus. Au Chili, on a obtenu la révision de la constitution de la période de Pinochet qui verrouillait sur les questions sociales et qui verrouillait aussi sur les questions démocratiques parce qu'il y avait un système binominal qui empêchait d'avoir une démocratie intégrale pour protéger les putschistes de 1973. Et donc, il y a une intelligence collective qui a permis d'arriver au choix de l'Assemblée constituante. En avril prochain, il y aura un vote pour une Assemblée constituante au Chili. Derrière ces processus, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'intelligence politique. Il y a du militantisme, il y a de la réflexion, il y a de l'ingénierie. Autant de choses qui existent en Algérie. Aujourd'hui, pour que le Hirak ne soit pas bloqué dans une impasse, parce qu'on veut l'amener à être bloqué dans une impasse, il doit produire ses solutions. La question qui s'est posée, à mes yeux, est-ce que cette solution, est-ce qu'un mouvement minoritaire présent dans le Hirak, un mouvement minoritaire. Pour vous, Rached est un mouvement minoritaire. Pour vous, Rached est minoritaire dans le Hirak. Un mouvement minoritaire dans le Hirak, est-ce que c'est un obstacle à la réalisation de cette solution? Moi, je dis, ce n'est pas un. Moi, j'ai vécu la période du Front islamique du Salut. J'ai vécu les années 80, j'étais journaliste. Les années 90, on faisait l'appel le matin, il nous en manquait toujours un. Je ne vais pas revenir sur la victimologie. C'est excellent, s'il vous plaît, c'est excellent qu'il y ait la journée Mansénach. C'est une très très bonne chose. Il ne faut pas oublier, je fais partie des gens qui rappellent toujours les crimes des islamistes djihadistes et des terroristes. La question est comment faire aujourd'hui pour créer une Algérie où ce type de situation ne se reproduise plus. Est-ce que les héritiers de ce courant, qui sont dans Rached, c'est pas tout Rached. Rached est quelque chose de très complexe. Est-ce qu'ils peuvent faire partie de la solution? Est-ce que c'est un obstacle à la solution? Moi, je dis, il est encore temps qu'ils fassent partie de la solution. Si on réfléchit à l'unité du Hirak, si leur direction, s'ils en ont une, parce que je ne comprends pas très bien comment fonctionne Rached, si leur direction veut réellement faire avancer le Hirak, elle doit réfléchir à l'unité d'abord du Hirak. Et donc, elle doit rappeler à l'ordre les militants qui ont fait ce que vient de décrire. Elle doit les rappeler à l'ordre si elle a une autorité sur eux. Je pose le point. C'est pas évident qu'elle ait une autorité. On n'est pas dans un schéma classique. Avec Rached, on n'est pas dans un schéma classique. Moi, j'ai assisté à la montée du fils Omri. L'Arabie Zétoute a infiniment plus d'autonomie, de liberté que Ali Belhadj du temps du fils. Ali Belhadj ne pouvait pas raconter tout ce qu'il voulait. Il y avait une direction avec lui. Ça se discutait. Il avait ses extravagances. Il allait plus loin que tout le monde, mais c'était une direction collégiale. Il y avait des tensions, etc. Et il y avait un cadre politique organisé. Abdelkader Hachani m'a raconté cela dans les détails avant d'être assassiné. Et donc, nous ne sommes pas dans le même scénario. Rached a un problème avec l'Arabie Zétoute qui se prend pour le chef à partir de Londres du Hirak. Il faut que cette tendance hégémoniste, il faut qu'il la traite pour pouvoir être intégré dans le Hirak et être protégé en tant que parti dans le Hirak. Pourquoi j'ai utilisé exprès le titre de protégé? Parce qu'aujourd'hui, on attaque ce mouvement comme étant terroriste pour nous empêcher de l'intégrer dans une solution si lui est prêt à être intégré. Je termine sur ça. Pour être intégré dans la solution, il doit faire amende honorable. Il doit réengager sa position sur ce qui s'est passé durant la guerre civile et il doit donner des garanties sur la transition démocratique. Moi, je le crois capable de le faire. Pourquoi? Parce que je vois comment une partie de sa direction fonctionne. Je vois ce que racontait Mustafa Keira, qui est allé au siège du MDS, porte ouverte, chez les communistes, pour leur dire nous sommes une partie prenante du Hirak, pourquoi vous voulez nous exclure, etc., pour essayer d'engager un débat. Si Rached veut faire cela, moi je veux l'intégrer dans la solution, comme les Soudanais
ont intégré les partis qui s'entendaient pas entre elles pour faire face aux militaires. Et comme au Chili, on a intégré, y compris des gens qui étaient de l'époque pinochienne, qui étaient proches de la dictature et qui ont basculé dans la démocratie. C'est le défi qui nous attend. Est-ce que vous comprenez les gens qui réagissent à votre article en disant je pense à mon père qui a été assassiné, à mon frère, à ma femme. Moi, je pense à son ami qui a été assassiné la question n'est pas celle-là. Ouais. La question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela ne se reproduise pas. Je ne vais pas rentrer dans cela parce que moi, j'ai 10 ans d'avance sur Mme Aouisha en ce qui concerne la victimologie. Moi, on m'a tué mon camarade devant moi. Et celui qui l'a tué, celui qui lui a tué le 2 novembre 1982, est en liberté. Il a une boucherie à Sidi Bel Abbas, la Souris. Qui était le fils d'un cadre de la DGSN. Il a fait que 6 ans de prison pour l'assassinat de Majid. Nous, on l'appelait Majid et pas Kamal. Kamal Hamza. Donc, moi, mon problème, et je ne vais pas citer mes camarades journalistes, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. J'ai ma belle-fille qui s'appelle Farah Abada, dont le papa a été assassiné. Il était directeur de Abada, Allah yarhamou. Le débat, c'est comment faire en sorte que nous devons éviter de rentrer dans une impasse politique. On est en train de nous amener dans une impasse politique. Moi, j'ai été enlevé par la DSI le 18 juin 2020. Le donner l'Antar. 6 heures de garde à vue, c'était un kidnapping, parce que c'était entre une garde à vue et un entretien politique. J'ai refusé. J'ai dit, si vous voulez parler, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est une garde à vue, mais je ne vais rien signer. Vous m'emmenez directement chez le procureur, là, c'est devenu une discussion politique. Dans la discussion politique, de quoi il y a des questions? Tout le temps. Nous, les démocrates, vous êtes en train de tracer le tapis pour les islamistes, pour Rachid, pour les anciens du fils, etc. etc. Le think tank sécuritaire en Algérie est bloqué dans les années 90. Ahmed Gaïd Salah a utilisé la Kabylie l'été 2019. Tout de suite après, on a fait monter la question de Rachid. Et moi, je refuse ça et j'ai choisi de le refuser. Je crois qu'il faut un peu dépassionner le débat sur cette question. Donc, il y a plusieurs niveaux pour le traitement de cette question, sans amalgame, sans blanchir aucun responsable, que ce soit des années 90, que ce soit des années d'après, parce qu'il n'y a pas eu de crimes, mais il y a eu de crimes financiers aussi, où il y a eu aussi, parce que si on dit aux islamistes, ne serait-ce que ceux qui n'ont pas été des terroristes, on ne vous implique pas dans le processus du changement, eh ben, ça va partir dans tous les sens. Dans ce cas-là, est-ce qu'on va impliquer ceux qui ont appelé un coup d'État? On va impliquer ceux qui étaient des ministres? Est-ce qu'on va impliquer, comment ils s'appellent, ceux qui étaient des ministres dans les années 90 ou les Soubat Flira qui sont passés maintenant dans l'opposition? C'est des questions, il y a plusieurs niveaux d'analyse. Il y a le niveau politique. Il y a le niveau criminel, c'est important, il faut faire la différence entre la responsabilité politique et la responsabilité pénale. On est d'accord, maître? La responsabilité politique, c'est une chose, la responsabilité pénale, c'est autre chose. Ce qu'il y a aussi, on n'avait pas ce genre de problème au début du Hirak. Pourquoi? Si. Vous ne l'avez pas vu? Je suis désolée. C'est pas la même ampleur. C'est pas la même ampleur. C'est pas la même ampleur. Parce qu'au niveau du Hirak, il y a eu à chaque vendredi, le Hirak mettait fin à toutes ces polémiques. C'est après cette pandémie que sur les réseaux sociaux, que des polarisations ont été créées. C'est à partir de là, quand il y a eu la libération des détenus, c'est à partir de là qu'ils ont commencé des campagnes de dénigrement, notamment à Nord-le-Hoda-Gadi, notamment récemment. Ils ne s'arrêtent pas. Là, ils ne s'arrêtent pas. Il faut régler ce problème. C'est ça. Alors, réglez-le avec Rachid, c'est tout. Bien sûr qu'il faut qu'il arrête. Pour moi, je demande des excuses officielles à toute personne qui a été dénigrée sur les réseaux sociaux de Samir Belarbi, de Nord-le-Hoda-Gadi, Je suis passée avant, en décembre. Il y a eu un appel au meurtre de la part de Makhriouba. Est-ce qu'il est Rachid ou pas, Makhriouba? Bien sûr, il est membre du Conseil national. J'ai des captures d'écran. Je n'ai pas voulu aller en justice parce que je considère qu'il ne mérite même pas mon attention. Honnêtement, comme ça, moi. Mais j'ai 3 ans, donc j'ai réfléchi. S'ils reviennent, j'irai en justice. Mais attendez, je suis désolée. Là, il n'arrête pas. Hier encore, le jeune qui a été tabassé, qui a été protégé par les citoyens de Bougie,
Eh bien, aujourd'hui, il y a eu des messages de félicitations de Rachad pour ceux qui ont frappé. Alors, qu'est-ce qu'on... je parle de ça, moi. Oui, je suis d'accord. Je dis qu'il ne faut ni minimisation, ni dramatisation. Non, il ne faut pas minimiser ce qui... Excusez-moi, d'accord. Je suis entièrement d'accord qu'il faut que tout le monde participe. Ce que je dis, moi, c'est que ces gens-là, je ne marche pas avec eux. Je le même projet de société. Je l'ai toujours dit, c'est très clair. Moi, j'ai un projet de société laïque, moderne, hadafa. حبيت ندخل في ال 21e siècle ما زلنا في العصور الوسطى في العقليات parce qu'il n'y a qu'à voir les réseaux sociaux. C'est une image quand même de la société, comment on traite les filles, comment quand des journalistes disent que les féministes ماشي وقتها et tout ça. Non, وين في يقولوا ماشي وقتها ما يحبسنا تاع ماشي وقتها. النساء رفدوا ضربوا السلاح وداروا البومبات وجابوا الاستقلال وقالوا لهم ولوا للدار داروا لهم كود لا فامي. Ben maintenant, c'est toujours وقتها notre combat, c'est le même combat libérateur. Maintenant, quand des gens هادو تقول لي c'est pas sûr que ça soit le fils دهينا c'est pas ماشي انت راني نقول على la discussion ماشي انت اللي قلتها. Dhina, qui ne le connaît pas, c'était un responsable du FIDA. Il était à la direction du FIS. Il continue à être à la tête de Rachad. Je ne sais pas si c'est la tête supérieure ou la tête, mais il est à la tête. Donc ces gens-là continuent. Leur projet de société est le même. Vous n'avez qu'à voir leurs agents. Ce que j'ai vu. Mais ce que je retiens aussi, moi je ne me suis pas beaucoup. C'est des amis qui ont fait des captures d'écran qui m'ont informé qu'ils étaient en train d'être attaqués. Je leur ai répondu. Ce que j'ai découvert, on est d'accord que le Hirak du 22 février 2019 était autre chose. Il était porteur d'espoir. Je l'ai porté, moi. Mais pendant il n'y a plus d'espoir aujourd'hui, selon vous? Mais si, il n'y a plus d'espoir. Moi, l'espoir, je garde toujours. Mais ça devient plus difficile. Parce que malheureusement, il y a un discours qui blanchit ces gens. C'est pas à cause de ça que c'est difficile, c'est parce que le pouvoir n'a pas répondu aux revendications. Non, ça c'est autre chose. Ah oui, on est d'accord, j'ai marqué. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas minimiser. Je l'ai dit d'abord tout à l'heure en parlant des élections, rien n'a changé. Le pouvoir fait comme s'il était seul. Non, Yasser Al-Qadi a dit, Maître Barti. Je peux terminer parce qu'elle m'a coupé. Maître Barti. Oui, vous avez terminé, Ahmed. Maître Barti. Yasser Al-Qadi dit qu'il faut intégrer Rachad dans la solution politique. Ça vous pose problème, ça? Ça me pose problème. Sincèrement, des gens qui ont du sang dans leur histoire. C'est du sang d'Algériens. Alors, moi qui suivais Adjouad et tout ça, toutes les informations, moi qui étais présente, vous n'avez pas 10 ans de plus d'avance sur moi, parce que moi, la bombe, moi aussi j'étais à la cité universitaire à l'époque et on a été menacés, donc on était dans la cité de jeunes filles. Donc moi aussi je suis... Ces gens-là, c'est l'expérience. Parce que moi, je comprends que ces jeunes, les jeunes, tu as 20 ans, 25 ans et tout, ne soient pas au même niveau. Parce que ce pouvoir, justement, a tout fait pour que la mémoire de ces années-là ne se transmette pas. Eh bien, les gens, ils disent non, parce que le Kaniwoulou, ça sera la première fois on a pu résister, on a pu rester debout malgré tout. Cette fois, c'est pas sûr qu'on s'en sorte. Donc, pour moi, il ne fait pas partie de la société. Il continue d'activer. Pour moi, personnellement. Mais je ne prendrai pas les armes pour l'éliminer comme Homa, ils font. Je voulais juste faire cette remarque et j'arrête. Quand vous, Taya ou la Mahrez, vous êtes attaqué, ou là quelqu'un vous reproche quelque chose, on vous le reproche de manière, quand c'est des démocrates, ils disent pourquoi, ou là, mais quand c'est eux qui commencent, c'est des insultes, des menaces, c'est des etc. Donc moi j'ai été soutenue, je voulais venir, c'est une occasion aussi pour dire à toutes les personnes, mais alors de partout, c'est des milliers de personnes, j'étais étonnée par le soutien que j'ai eu quand j'ai été attaquée et je me dis pourquoi l'espoir est permis. Il faudrait que ces gens-là qui ont défendu ma position, c'est pas ma position, c'est notre position. Il faudrait qu'on se rassemble. Après, Rachad dit donc vous acceptez que Rachad soit dans la solution, pas... Non. Et vous n'allez pas marcher avec eux. Il faut qu'il soit d'abord. Ça, c'est l'essentiel. Il faudrait qu'ils soient jugés. Nous, on ne leur demande pas... D'abord, je profite pour demander, c'est notre combat aussi, l'abrogation de la charte criminelle de réconciliation. Il faut qu'elle soit abrogée. Il faut que les gens soient jugés. Elle a été votée par référendum. Comment le référendum, j'étais là, moi, comme disait Hussein, on a les bureaux de vote. Qui met les votes, et celle-là encore plus que les autres.
Je me le réfère. Hassan Radi. Ouais. Non, moi je pense qu'on a fait une erreur, les élites militantes connectées au Hirak. On a pensé que sous la force de la mobilisation populaire en 2019, on allait pouvoir faire l'économie du débat sur les années 90. On s'est dit on va pouvoir faire le changement d'abord, c'est-à-dire engager une transition, et puis à l'occasion de cette transition revenir sur les années 90, parce qu'on ne peut pas ne pas revenir. Il y a quelqu'un qui a eu l'intelligence politique de mettre sous le tapis cette période-là, c'est Ali Belhadj. Ali Belhadj, il a envoyé des messages pour dire il faut rester unis, le plus important. Il a même demandé à ses militants de ne pas attaquer, de ménager les féministes. Et lui, c'est l'expérience de justement, parce qu'il a connu ce qu'il a connu, etc. Donc Rachid n'a pas ce recul. Peut-être que Dehina, il a ce recul. Peut-être que politiquement, lui, il comprend qu'il faut être allié au reste et qu'il ne faut pas essayer d'être hégémonique. Surtout quand on n'est pas structuré en Algérie, qu'on n'a pas de présence. C'est différent pour l'Albizetout. Alors c'est raté. On n'a pas pu faire le saut de la transition sans faire ce débat sur les années 90. Maintenant qu'il est engagé, ce débat. Maintenant qu'il est engagé, moi j'appelle à ce qu'il soit engagé de manière apaisée, ressemblant un peu au Hirak. Que les criminels soient jugés. Oui, au chalet, c'est un point de vue. Ressemblant un peu au Hirak. Le Hirak, qu'est-ce qu'il dit encore le vendredi? Il dit j'adore ce mot d'ordre. Oui, mais ça c'est un mot d'ordre de là-bas. Là, c'est mon mot d'ordre. C'est mon mot d'ordre. Mettre au fond de la charia. Non, ça veut dire qu'on va être toujours condamné à vivre. À chaque fois, il récupère des slogans. Après, nous, au lieu. Non, attends. Là, il y a une faillite énorme des élites politiques qui n'a pas su donner un contenu politique aux slogans. Et quand ils les récupèrent, c'est les leurs. Non, c'est pas les leurs. C'est un slogan où au moment Rachad n'existait même pas quand il était dans les stades. Lequel C'est dans les stades avant 2004, avant que la création de Rachad. Non, il y a des éléments. Tout à l'heure que les jeunes ados, on peut leur pardonner de ne pas savoir de quoi il s'agit. S'il vous plaît, parce qu'on les a pas il ne faut pas me couper. C'est un bon point de départ. Encore une fois, le débat. Il faut se rendre compte qu'il faut avoir un débat sur les années 90, sur les implications des uns et des autres. Maintenant, il faut trouver un moyen, il faut discuter avec eux. Ici, discuter avec eux, on dit Dehina, d'accord, donc Dehina, Yaouldi, c'est pas comme ça. S'il accepte, s'il n'accepte pas, comment? Qui doit représenter ça? Est-ce que c'est l'organisation de Rachid qui doit faire partie d'un processus comme il le propose Ihsan? Est-ce que c'est des individus, etc. Mais la question qui se pose aussi, et là je suis en divergence avec le Qadi Ihsan, ce n'est pas exclusivement de la responsabilité du pouvoir c'est pas la responsabilité totale du pouvoir le fait qu'on est arrivé à ça. Rachad aussi assume une responsabilité importante en la matière. Pourquoi? Certains disent que toutes ces campagnes de dénigrement, quand vous n'êtes pas d'accord avec eux, vous êtes éradicateur. Vous savez, moi j'ai des positions claires pour les années 90. Je me suis trouvé traité d'éradicateur alors que je suis contre l'annulation du processus électoral en 92 et tout le combat de la Ligue algérien pour la défense des droits de l'homme. Vous n'êtes pas les mêmes éradicateurs, je dirais. C'est pas la même chose entre vous. Moi, je refuse ce mot d'une manière générale. Non, s'il vous plaît. Il termine. Je termine parce que le raisonnement, il doit aller jusqu'au bout. Donc eux, ils étaient en train dans une stratégie d'exclusion. Bien ciblée. Il faut mettre deux lignes. Bien ciblées. Les gens qui ont été ciblés, ils sont clairs. On cible Nour El Houda Ougadi, qui est sortie de prison parce que c'est une femme, parce qu'elle représente un symbole au sein du Hirak de l'Ouest, Atlemsan, et c'est parce qu'ils n'ont pas pu la récupérer. Ils n'ont pas pu la récupérer pour qu'elle travaille, qu'eux, ils voulaient récupérer un certain nombre de détenus, comme ceux que vous avez cités dans la marche du 8 mars, comme ils ont tenté de faire, je ne sais pas maintenant comment les choses, avec Tajaddit, etc., et pour les utiliser dans une stratégie d'exclusion. Je m'explique. C'est vrai que officiellement, ce n'est pas l'organisation Rachad qui attaque avec un communiqué en le signant. D'accord. C'est vrai que officiellement, Amir DZ ne fait pas partie de Rachad.
D'accord? Mais les islamistes ont toujours procédé ainsi. Il y a la structure officielle et il y a l'officieux. D'accord? Et André Ben Halima, qui a publié récemment les photos de Nour El-Houda Agadi encore une fois. C'est-à-dire, ils ont commencé ça. Comment il s'appelle? Amir DZ. Douka, il y a quelqu'un qui a attaqué d'ailleurs Khaled Drarni. Maintenant, le fer de lance, c'est Chouki Ben Zahra. Les captures qu'elle vient de parler, c'est Mkhiouba prend la capture hier de l'agression de Béjaïa, il l'a mis sur son profil. Mkhiouba, il est membre du Conseil national de Rachad. Voilà. D'accord? Moi, c'est lui qui m'a menacé. Et aujourd'hui, il y a le procès de Hassan Boras à Al-Bayad, le procès de Hassan Boras à Al-Bayad. Il écrit, j'étais surpris, le procès était déjà en cours, il écrit que les journalistes libres doivent écrire sur Hassan Boras. Le procès, il est en cours. Encore une fois, Mkhiouba capture et publie. Ça veut dire quoi, ça? Ça, c'est une campagne organisée. Ça, c'est une stratégie d'exclusion. Ça, c'est clair. Est-ce que, j'ajoute un truc, est-ce qu'une fois... J'attendais la divergence, mais je ne l'ai pas encore trouvé. Une fois, c'est en termes de responsabilité. Ouais. Une fois, citez-moi une seule fois, je les suis, moi je documente les choses. Zetot, ou Dhina, ou, comment il s'appelle, Mkhiouba, ou un autre élément connu de Rachad a dénoncé ces campagnes, ouvertement. Une seule fois, c'était... comment il s'appelle? C'était Mkhiouba qui a appelé à ce que Samir Belarbi ne soit pas agressé, etc. dans le Hirak. Ils ne l'ont pas suivi. Ils ne l'ont pas suivi. C'était d'ailleurs là où l'autre comment il s'appelle, de Moustaghanem, l'autre membre de Rachad, Dawadji, qui l'a encore attaqué et qui canistfa quand ils l'ont attaqué, etc. Donc j'ajoute, il y a des divergences même à l'intérieur. Donc c'est leur problème, c'est pas les nôtres. Nous, s'il y a des militants, qui sont jour et nuit, et maintenant j'ai oublié aussi, maintenant on enclenche encore une page qui s'appelle Morad Blbière ou je ne sais pas quoi, qui là il commence à mettre, on a l'impression quand même qu'il y a une liste derrière et qu'on est en train de conditionner l'opinion. Il faut que les marches comme ils veulent eux. Il faut que je reviens aussi sur le slogan de Mukhabarat Irhabia. Le slogan de Mukhabarat Irhabia, Rachad l'a adopté. Dans un communiqué officiel. Elle l'a lancé, oui. Je ne sais pas, moi je n'ai pas pu documenter ça, j'ai cherché, je n'ai pas vu. Mais elle l'a adopté en communiqué officiel. Deuxième des choses, qu'est-ce qu'il écrit sur sa page? Al-Mukhabarat Monaddama Irhabia. Qu'est-ce que ça veut dire? En même temps, il dit qu'il était en contact avec Gaïd Salah. En même temps, il était... Tout ça, on est d'accord que ça doit être... Il faut clarifier tout ça. Alors, la responsabilité de Rachad, dans mon papier, elle est évidemment engagée, parce que j'ai ciblé toutes les... J'ai évoqué tout ce qui fait que Rachad a donné les armes pour être marginalisé, pour être attaqué, et en fait, Rachad s'offre lui-même comme une arme contre le Hirak, avec tous ces comportements-là. Bon, c'est écrit. Ils doivent, pour pouvoir être protégés, intégrés dans le Hirak, faire l'effort. Il y a en fait un pacte qui est proposé. Ils doivent faire un pas aussi, rendre l'unité du Hirak comme étant une priorité. Mais en un mot, on a aujourd'hui le parti post-salafiste du post-bouteflikerisme, c'est-à-dire un parti faible en Algérie, où il n'y a pas d'implantation, il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas de staffing, parce qu'on a tué la vie politique en Algérie. Il faut bien se rendre compte qu'il y a, dans l'islamisme politique, et c'est catastrophique, il y a une partie qui a marché avec Bouteflika, la partie modérée à les frères musulmans, MSP, Islah et les autres, et il y a une partie, c'est celle du fils, celle qui reste militante, qui traîne comme un boulet, elle va traîner toujours sa responsabilité morale dans les morts de la guerre civile. Et donc, Rachad qui aurait pu... être une forme de courant réformateur de ce qu'est l'islamisme, il est, de cette descriptif, ce n'est pas une organisation mûre. C'est une organisation en phase de naissance, c'est une nébuleuse, avec un fonctionnement qu'on n'arrive pas à comprendre. Et donc, on a un peu la classe politique qu'on mérite à la fin des années Bouteflika. C'est vrai un peu pour les démocrates, c'est vrai encore plus pour les islamistes.
Il faut qu'on parle des détenus d'opinion parce que c'est très important, parce qu'il en reste beaucoup en prison, beaucoup trop, même s'il en reste un seul, ce sera le détenu de trop. Et toutes les semaines, nous parlons des détenus d'opinion. Notre confrère Mostafa Benjama, qui n'est pas un détenu d'opinion, mais qui est un journaliste qui a de nouveau été convoqué 2 fois par la justice cette semaine, il est sans doute le journaliste qui subit le plus de harcèlement judiciaire de la part de la justice de Annaba, là où il se trouve. Donc aussi toute notre solidarité avec notre confrère Mostafa Benjama. Et aussi beaucoup de détenus. Maître Hawish Abarti, vous êtes avocat de plusieurs détenus, notamment Ali Larderi. Oui. Et vous le disiez il y a quelque temps, en fait, le collectif ne comprend pas comment Ali Larderi n'a pas encore été libéré. Non, on ne comprend pas parce que honnêtement, le 21 mars, même avec toutes les chauffeurs, il a eu au départ, il faut que je fasse un petit résumé pour que les gens comprennent et pour que... Moi, ce que j'aimerais, c'est que l'opinion publique prenne conscience que c'est un homme qui est en train de subir l'arbitraire d'une manière extraordinaire. Quelqu'un a dit, c'est celui qui est resté le plus en détention provisoire. Larderi est à 22 mois où il n'y a aucun projet de programmation dans les jours qui viennent ou les semaines qui viennent. Larderi a été arrêté le 13 juin. On lui a sorti des interviews, des articles qu'il a publiés Flouatan. Il avait deux accusations. Wahda, elle est... Bon, j'ai oublié l'article. Haute trahison, et ça le menait à... Et atteinte au moral de l'armée, notamment. Hadik, la deuxième. Oui, la deuxième. Ça le menait à la peine capitale. Bon, Hadik, elle a été abandonnée par la chambre d'accusation au mois de mars. Après... que les confrères, moi j'ai rejoint le collectif en juillet, donc les confrères qui étaient avant moi, ont fait appel et ça a été abandonné par la chambre d'accusation au mois de mars. Et la deuxième accusation, c'est celle de porter atteinte, c'est l'article 75, il me semble, j'espère que je ne me trompe pas, qui est puni de 5 à 10 ans et qui est atteinte au moral des troupes, etc. Dans le détail, qui ressemble à beaucoup de détenus du Hira qui ont eu cette accusation, ils sont passés en correctionnel, ou en criminel. Donc mes confrères toujours ont fait un pourvoi en cassation, la Cour suprême a cassé et renvoyé à la chambre d'accusation en niant l'accusation. Il leur dit, je devais ramener avec moi l'arrêt de la Cour suprême, et la Cour suprême dit, les magistrats de la chambre d'accusation ont agi, ont affirmé l'accusation, ils ont agi comme une partie, comme des juges. Et de ce fait, ils ont outrepassé leurs prérogatives et cette accusation qui n'est pas motivée, ça c'est l'arrêt de la Cour suprême, il n'y a aucun motif, c'est-à-dire qu'elle a suivi les avocats qui disaient qu'elle ne repose sur rien, mène cet arrêt à la nullité et casse. Donc elle a cassé et elle a parlé de nullité. Donc elle a renvoyé, pour vous dire, je vous donne ces détails pour que les gens comprennent l'arbitraire ou l'haq. Donc elle a renvoyé à la chambre d'accusation. Et moi qui suivais le greffier, bon, je n'aurais pas dû dire, le greffier m'a dit les affaires Hado qui sont cassées quand il y a détenus, qui sont cassés et renvoyés, ils passent dans la semaine. Ah oui, elle va être mutée à l'Ouad, le greffier que tu as cité. C'est une fuite. Il était gentil. Il doit préparer ses affaires. C'est le même qui m'a donné l'information, le dossier le 25 février. Très, très gentil. On fera une campagne pour lui. والله نعاونوه هذاك نروح ليه للواد ما كاش مشكل. Donc il m'a dit ça passe dans la semaine. J'ai été voir le procureur un jeudi matin, j'ai dit est-ce que vous allez, parce que c'était mercredi il y a le dossier de la Cour suprême, est-ce que vous le passez demain? Il était comme ça, il m'a dit non, demain c'est difficile parce qu'il faut avertir tous les autres avocats et tout. J'ai dit dimanche alors. Il m'a dit mais je suis sûr, on vous convoquera. Donc après, donc c'était jeudi, je suis repassée au greffe le jeudi après-midi, vers 15h30. La greffière elle m'a dit j'ai reçu le dossier, on me l'a donné, mais j'attends l'instruction de le programmer. Donc je me suis dit ça va être une question d'heure ou de jours. C'était un jeudi donc. Vendredi, mes confrères m'appellent, un de mes confrères, il m'a dit c'est bon, il passe dimanche, j'ai reçu un appel du greffe. Je me suis dit, bon, c'était prévisible. Dimanche, on se retrouve au tribunal, on nous dit non, il n'est pas programmé. Vous le saurez plus tard. Ensuite, on l'a su après que c'était programmé. Qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui dans le cas de la rapidement. Qu'est-ce que vous espérez
maintenant, il ne nous reste plus rien. Donc, بعتوها le 31 décembre, donc je ne sais plus quelle date il est arrivé, c'était début février, c'était le 31 décembre, alors que ça devait passer dans la semaine. Même le procureur m'a dit, faire l'usboua. Le 31 décembre, on se présente, on dépose nos requêtes et tout, il dit, oui, mais tu adjel les taqrir. Adjelouha pour une semaine. Alors que c'est l'arrêt à la Cour suprême était clair. Tout était réglé pour nous, il sortait. Adjelouha le 31 décembre, le 31 décembre, adjelouha la semaine hadik, elle est passée l'affaire. Mais pour le délibérer, d'habitude, la chambre d'accusation, on délibère l'après-midi, on a le résultat. On nous donne 15 jours Et après les 15 jours, on a décidé de la renvoyer à la chambre criminelle. Et jusqu'à présent, il n'est pas programmé, c'était depuis le 21 février, donc. Dimanche 21 février, voilà. C'était un vrai choc pour nous. Voilà. Il n'a pas été programmé et on n'a aucune information sur la programmation du dossier. Qu'est-ce qu'on veut? D'abord qu'il soit libéré. Mais pour qu'il soit libéré maintenant, on attend sa programmation, le procès terreau. Et ce qu'on veut, c'est que le procès soit programmé le plus tôt possible parce que c'est vraiment la détention arbitraire non justifiée. Ça, c'est pour la situation terreau juridique. Maintenant, on a compris. Parce que le canon a tranché, la Cour suprême a tranché. Donc on est obligé d'attendre et on ne sait pas quand est-ce que ça va être programmé, on n'a aucune information. Bon, je voulais juste relever, il y a un esprit corps dans les services de sécurité. Il y a un autre détenu qui était en garde à vue avec toi, Khaled, hein, le policier irakiste. Tawfiq Hassali est un homme extrêmement courageux qui continue de subir les affres de la justice et de l'arbitraire, puisqu'il est encore emprisonné depuis voilà, plus d'un donc an. il y a un esprit de corps. On paie, on punit plus sévèrement. Les gens, les leurs, on a l'impression. Ça, c'est pour la DGSN. Et on dirait. Mais ça va bien au-delà. Et je voulais juste, en 2 mots, faire un parallèle. Dans le cas de Al-Irderi, et on le comprend de plus en plus, en fait, c'est plus que l'esprit de corps. En fait, on le punit d'avoir tenté de changer une règle. Tout à fait. La règle, c'est l'armée qui décide qui est président. La règle, c'est oui. l'armée qui décide qui est président. Il n'y a pas quelqu'un de l'armée qui sort et qui le décide tout seul dans une compétition qu'il veut ouverte. Il a cassé, en fait, il est sorti du rang sur quelque chose qui est essentiel pour l'armée. Alors, mon message, il est très simple. Cette discipline de corps à laquelle se tient l'armée, c'est-à-dire c'est toujours elle qui garde la main et elle va rester disciplinée et unie autour de cela. Moi, je souhaiterais que le Hirak, il l'ait aussi sur la question de son unité, tant que les règles n'ont pas changé. C'est-à-dire que le Hirak reste uni pour changer les règles, pour qu'elles soient démocratiques. Après, chacun votera pour qui il voudra. Et les Algériens sont conscients, à mon avis, ils ne voteront jamais pour des criminels qui ont les mains entachées de sang. Eh bien, on a terminé. Il ne faut pas oublier Mohad Ghasmi, il est détenu du Sud. Mohad Ghasmi, c'est aussi le criminel. Ouais. On vous a mis d'accord à la fin, Yassine Khadi, Aouish Abarti. Le débat, il faut toujours espérer quelque chose du débat. Et moi, mon but, c'est de parler des choses dont les gens ne veulent pas parler. On a perdu du temps, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut sereinement engager le débat. Il y a eu beaucoup d'insultes ces dernières 24 heures, beaucoup d'attaques, mais je pense que le but, c'est de faire en sorte que l'Algérie ne rentre pas dans une impasse. C'est beaucoup plus important. Merci à vous d'être venu, Aouish Abarti, Yassine Khadi et Merci Boubakri. Merci au public qui nous a accompagnés ce soir et merci à vous pour votre fidélité, chers auditeurs et téléspectateurs aussi. Je vous dis à mercredi prochain en direct sur Radio M. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien